bonjour et bienvenue sur Médien TV. Comment progressent les négociations à la COP28 à Dubaï, une semaine après le début de cette rencontre planétaire annuelle? Sur quoi il est possible d'avoir espoir et quelles devraient être les limites de cette nouvelle COP? Sur tout cela, on fait le point avec notre invité. Il s'agit de Khalid Temsamani. Il est membre du bureau exécutif de la Fondation Maison Méditerranée du Climat. Il est professeur universitaire et expert en changement climatique. Bonjour à vous, Khalid Temsamani, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher Omar, et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Alors, cela fait une semaine que la COP a commencé, les négociations continuent, il y a des avancées par-ci et par-là, mais tout d'abord, rappelez-nous encore une fois les enjeux de cette COP 28. Oui, bien sûr, Omar. Alors, les enjeux sont très, très grands et il est important, je dirais, qu'avant de rentrer dans les détails des négociations et les détails de quels seraient les outcomes de cette COP28 qui est vraiment historique, il faudrait que vos téléspectateurs comprennent de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi on est ici. Vous avez tous senti, le monde entier a senti que les températures mondiales ont atteint des niveaux records en 2023. Et les événements météorologiques extrêmes affectent les populations du monde entier. Si vous voulez, on comptabilisait en 1950, d'après les experts, une cinquantaine d'événements extrêmes par an. Et en 2020, on a commencé à comptabiliser entre 300 et 500 catastrophes par an. Alors, ceci impacte négativement la vie des individus, des communautés, des infrastructures, des économies et des écosystèmes, et les coûts sont estimés à quelques 18 milliards de dollars par an pour les pays à faible revenu. Donc des études récentes ont montré que 132 millions d'habitants de la Terre vont être poussés vers en dessous du seuil de la pauvreté, 132 millions. Et 200 millions de personnes vont avoir le statut de migrants climatiques aux environs de 2050. Donc ici, à Dubaï, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le pourquoi. Le pourquoi, eh bien parce que le GIEC a bien montré que les gaz à effet de serre continuent à s'accumuler dans notre planète, dans notre atmosphère, et le CO2 est cumulatif. Donc on est proche de 50 gigatonnes équivalent de CO2, ce qui représente une quantité énorme de gaz carbonique. Et donc ici, à Dubaï, il faut qu'on fasse tout dans les négociations, et notamment dans ce qu'on appelle le bilan global, le Global Stocktake, dont on attend vraiment les résultats dans les jours qui viennent pour voir est-ce que les ambitions des pays, des grands émetteurs vont s'atténuer. Et sinon, on atteindra la ligne rouge qui serait de 450 ppm partie par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ça, c'est vraiment un état de non-retour. Ça voudrait dire que l'objectif de température tracé par l'accord de Paris de 2 degrés, voire 1,5 degré Celsius de réchauffement global, il ne sera pas atteint. Ça, Alors, je pense que vous avez fait une sorte vous avez tracé un peu, décrit le paysage par rapport à la situation que nous vivons. Alors, pensez-vous que actuellement, sur la base de ce qui se dit là-bas, pensez-vous que des progrès sensibles sont possibles? Écoutez, vous le savez tous, pas seulement les journalistes, mais tous ceux qui étaient présents et maintenant le monde entier, c'est que durant les premières heures du démarrage de cette COP28, il y a eu cette fameuse annonce d'abord de la mise en route effective du fonds dédié aux pertes et dommages. Et déjà, la première journée, on a eu des annonces par l'Union européenne, par les Émirats arabes unis, par d'autres pays de centaines de millions de dollars qui vont être versés sur ce fonds-là. Alors là, à la date d'aujourd'hui où je vous parle, on arrive à quelque chose comme 700 millions de dollars de promesses pour pour ce fonds des pertes et dommages. Bien entendu, il y a quelques réticences. Pourquoi? Parce que les pays en voie de développement ont constaté ou ont remarqué que sur le texte qui a été pratiquement maintenant approuvé, mais il ne sera approuvé que le dernier jour de la COP, mais qui dit que ce serait
l'argent serait géré par la Banque mondiale. Alors du coup, les pays en voie de développement, ils ont une réticence parce qu'ils ne veulent pas revivre la même trajectoire ou les mêmes procédures que celles du Fonds vert climat, par exemple, qui sont des procédures très très compliquées à mettre en œuvre et pour lesquelles les pays ont des difficultés de décrocher des financements. Donc ça, c'est un. Et puis deuxièmement, sur les 4 années où la Banque mondiale va gérer ces fonds, la question est de l'éligibilité des pays qui ont subi des pertes et dommages et de comment ils vont pouvoir accéder à ces fonds. Donc, on est en train de parler, j'espère que ce sera dans la version finale du texte, d'un accès direct par ces pays qui sont en voie de développement, qui sont vulnérables. Encore une fois, il y a un problème sur la terminologie. Il y a des pays qui disent qu'il ne faut parler que des pays en voie de développement, des pays vulnérables en voie de développement, mais d'autres ils disent les pays en voie de développement tout court. Donc ça, c'est encore une question qui est en train d'être débattue en ce moment. Puis il y a aussi la question sur les océans et sur la biodiversité, les solutions basées sur la nature. Vous savez que on émet des gaz à effet de serre et si on ne travaille pas le côté des solutions basées sur la nature, on va aller vraiment droit au mur. Vous savez que les océans et la biodiversité à eux seuls participent à la capture du CO2 à 56%. C'est extraordinaire. Donc, garder les océans en bonne santé et notre biodiversité en bonne santé, c'est très important. Et de là, 2,4 milliards de dollars ont été annoncés pour ce volet-là. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle ici à la COP28. Alors, il y a un autre point qui cristallise bien évidemment l'attention de la communauté internationale, c'est par rapport aux énergies fossiles. Ce débat entre le nucléaire, le renouvelable et les énergies fossiles, comment sentez-vous les choses évoluer sur place ? Eh bien, déjà, une très bonne question, Omar, c'est que déjà, on a à peu près 120 pays qui se sont unis pour déclarer que d'ici 2030, ils vont tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est une annonce très, très importante. Bien sûr, il reste encore une chose, c'est que les grands pollueurs ne se sont pas encore joints à cette annonce. Je pense à la Russie, à la Chine et à l'Arabie Saoudite. Bon, maintenant, l'IRENA, vous connaissez l'IRENA, c'est l'Agence internationale des énergies renouvelables. Et c'est une agence qui a beaucoup de données scientifiques sur la question. Elle aussi a insisté lors d'une déclaration que en 2030, il faudrait qu'on triple notre production d'énergie renouvelable si on veut rester sur l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Ça, c'est très, très important. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que d'ici 2025, c'est l'année, c'est dans 1 an et demi ou 2 ans. D'ici 2025, il faut qu'on commence à piquer les émissions. C'est-à-dire qu'il faut on est toujours en train d'augmenter dans les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut qu'en 2025, il faut qu'on commence à redescendre. Si on ne le fait pas, on ne va pas aller vers 1,5. Et deuxième chose, en 2030, on doit absolument atténuer nos émissions d'à peu près 43-45%. Si vraiment on veut rester sur la trajectoire de 1,5. Sans cela, ça va être très très difficile. Le Maroc, dans ce sens-là, est un très très bon élève parce que, et ça c'est une des annonces de cette COP28 à Dubaï, c'est que le Maroc a déposé ou a proposé et a présenté sa stratégie nationale 2050 de sobriété carbone. C'est extraordinaire, c'est un des premiers pays africains. Et dans cette stratégie marocaine 2050 de sobriété carbone ou neutralité carbone, si vous voulez, 2050, eh bien, un grand nombre de projets qui vont toucher à la mobilité, l'habitat, la gestion des déchets, l'industrie et tout le reste vont faire partie de cette stratégie. Et dernière chose importante pour cette stratégie marocaine, c'est que 85% des financements qui vont participer pour mettre en œuvre cette stratégie, eh bien, ils viendront du secteur privé aussi bien national qu'international. Et ça, c'est une nouveauté. C'est très important à le souligner. Alors, justement, vous avez évoqué le cas du Maroc, on allait y revenir bien évidemment. Si on voit aujourd'hui l'architecture globale en termes de position ou la structuration des positions des uns et des autres, où est-ce que le Maroc se situe dans tout ça ? Où est-ce que les membres, vous voulez dire ? Le Maroc, par rapport aux différentes positions.
Écoutez, le Maroc défend les stratégies basées sur le renouvelable, ça c'est un. Le Maroc a, en juin 2022, déposé une nouvelle NDC, ou National Determined Contribution, la contribution déterminée au niveau national marocaine, encore plus ambitieuse avec un taux d'atténuation de 45,5% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national et pour l'horizon 2030. Donc déjà, c'est un très bon positionnement qui a été acclamé par la majorité des pays présents ici. Mais aussi, le Maroc fait partie du groupe africain, ça c'est un. Et le Maroc fait partie du groupe G77 plus la Chine, donc bien sûr, et le groupe arabe. Donc son positionnement au sein de chaque groupe de pression, chaque groupe de négociation est très important parce que ça lui permet d'avoir un appui de ses amis, de ses alliés au sein de chaque groupe, mais en plus ça lui permet aussi de mener un peu le peloton vers plus d'ambition. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que maintenant, malgré le fait que l'Afrique, elle émet pas beaucoup, elle émet 4 à 5% des émissions globales de gaz à effet de serre, mais l'Afrique subit ces effets-là, mais l'Afrique fait des efforts, l'Afrique se lance vers le renouvelable, l'Afrique se lance vers la préservation de la biodiversité. Alors, regardez par exemple le fonds bleu du bassin du Congo qui a été mis en place en partenariat avec le Maroc. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de financer des projets sur le terrain, des projets d'agriculture durable, intelligente, des projets de préservation des ressources en eau, les forêts. On a oublié de parler des forêts, c'est très très important. Donc tout ce qui peut faire des puits de CO2, tout ce qui peut capturer le CO2 de l'atmosphère est considéré comme des projets viables, des projets acceptables pour être financés. Maintenant, il faut renforcer les capacités à ce niveau-là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès à des financements climat est de plus en plus difficile. N'oublions pas que dans le cadre de la finance climat, qui est la clé de tout ça, hein, c'est vraiment la chose que tout le monde vient rechercher ici à la COP, c'est que c'est des financements on ne doit pas penser que c'est des financements qui doivent toujours venir de l'étranger. Ça, c'est vraiment des choses à corriger, des compréhensions à corriger. Les financements climat peuvent être des financements domestiques du pays lui-même. Donc, chaque pays doit revoir sa politique financière, revoir comment flécher ses budgets ou ses lois de finances vers des projets qui soient amis à l'environnement, qui soient liés au climat. Parce que finalement, c'est en travaillant sur des projets climatiques qu'on va créer de la richesse, qu'on va créer de l'emploi. Donc ça, c'est clair et net. Donc c'est un exercice pédagogique à faire, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau des partenaires. Et si vous me permettez, si à la COP, est-ce que vous me permettez juste de rajouter que la science a dit son dernier mot, la science a expliqué les choses, et pour cela, on a mis en place il y a 3 jours ici à la COP28, j'ai eu le plaisir de mener ce side event, c'est qu'on a mis en place une plateforme Science Policy Platform, c'est une plateforme science politique pour que les scientifiques et les politiciens puissent dialoguer ensemble sur des questions de vulnérabilité climatique de leur pays. Donc maintenant, il s'agit de quoi ? Eh bien, d'un exercice des deux côtés pour qu'on puisse faire comprendre aux politiques quelles sont les problématiques qui existent, parce que c'est finalement eux qui doivent prendre les bonnes décisions pour préserver l'avenir de notre planète. Alors, on a évoqué la question du financement, comme vous le dites, qui est au cœur des tractations in fine. En Afrique, on peine à accéder à ces financements parce que peut-être des fois les projets, selon certains, sont mal structurés. Mais qu'en est-il de la mobilisation du secteur privé pour contribuer à ce financement-là ? Oui, encore une fois, une très bonne question, mais le secteur privé ne va pas à la même vitesse partout en Afrique, dans tous les pays en Afrique. Je peux vous donner l'exemple. Il y a des projets le secteur privé il doit aussi trouver son bénéfice, il doit aussi gagner de l'argent. Donc, il y a des projets où le secteur privé peut s'intégrer, et généralement, c'est des projets climatiques, mais qu'on appelle des projets Nexus. Alors, il faut vraiment aller chercher des projets Nexus eau, énergie, sécurité alimentaire. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des projets multidisciplinaires qui combinent
la préservation des ressources en eau, parce que c'est une question qui est liée au climat. L'utilisation de l'énergie, c'est aussi une question liée au climat, ça veut dire qu'il va falloir trouver des énergies renouvelables pour essayer de faire du pompage de l'eau. Mais ce processus-là doit pouvoir être utilisé dans le domaine de l'agriculture, en Afrique par exemple, pour pouvoir créer, mettre en place une sécurité alimentaire, mais aussi combinée à tout le reste que je viens d'expliquer. Donc c'est ce qu'on appelle les projets Nexus, sécurité alimentaire, eau et énergie. Là-dedans, au Maroc, on a un très très bon exemple qui est la station de Chtouka à Agadir pour le dessalement de l'eau de mer. C'est un des très beaux exemples qu'on n'arrête pas d'expliquer quand on est à l'étranger, parce que c'est un processus de partenariat public-privé. Donc le secteur privé a vraiment bien participé pour le montage, l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet Nexus, qui est la station de dessalement d'Agadir, et qui finalement on fait du dessalement de l'eau de mer, et c'est très énergivore, donc on utilise des énergies renouvelables, mais après cette eau qu'on a dessalée, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, une partie va aller vers de l'eau potable, et une partie va aller vers l'irrigation, et donc l'agriculture, et donc la sécurité alimentaire. Donc l'Afrique doit se lancer dans des projets où il y a une composition financière, une construction financière où le secteur privé peut participer, mais où il pourra par la suite être bénéficiaire aussi. Et en fin de compte, tout le monde va gagner dans cette histoire-là. Tout le monde. Donc, on l'espère, il trouvera son compte. Alors, cela dit, il y a peut-être un autre volet aussi qu'il faut prendre en considération, c'est celui de l'avenir. Et qui dit avenir pense à la formation. Comment la sensibilisation en termes de formation continue de se développer à travers ces COP? C'est une très très bonne question. Vous savez que en 2015, à l'accord de Paris, il y a eu la création du PCCB, je pense, c'est le Paris Committee for Capacity Building. C'est le comité de Paris pour le renforcement de capacité, où le Maroc était co-chair de ce PCCB. Mais petit à petit, très sincèrement, donc je vois maintenant à la COP28, il y a un comité, et il il travaille, mais il n'y a pas beaucoup de communication. Mais pour revenir à la question du renforcement de capacité, le rôle des universités est très, très important. Alors, chez nous au Maroc, il y a des formations pour renforcer les capacités des enseignants universitaires dans ce domaine-là, des doctorants, mais très, très sincèrement, très, très honnêtement, que ce soit au Maroc ou même en Afrique, c'est un gap qu'il va falloir remplir. Et dans ce sens-là, on travaille au niveau de la Maison méditerranéenne du climat et au niveau justement de cette plateforme qu'on a mis en place, la Science Policy Platform for Climate Dialogues, pour essayer de renforcer les capacités des politiques, renforcer la capacité des scientifiques, mais aussi essayer de monter des formations dans ce sens-là. En Afrique, je vais vous dire que en termes de négociation climat, il y a un déficit en termes de ressources humaines. Donc, s'il y a un travail à faire en profondeur pour que l'Afrique soit toujours présente au niveau des COP, mais avec des propositions, avec des soumissions qui sont fortes et pour faire passer l'intérêt de l'Afrique avant tout, il va falloir que nos ressources humaines négociatrices, donc que nos négociateurs africains, je parle là au niveau du continent, eh bien qu'ils soient bien formés aux négociations. Et donc, s'il y a un renforcement de capacité, encore une fois, c'est au niveau des négociations climat où il faut aller travailler. En tout cas, le message est bien passé. Merci à vous, Khalid Temsemani. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et membre du bureau exécutif de la Fondation Maison Méditerranée du Climat. Du climat, on a parlé donc à l'occasion de la COP28 qui se poursuit à Dubaï, où vous êtes. Bonne journée à vous et bonne suite de travaux. Merci beaucoup, Omar. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.